Ce soir, le président ordonne à la garde nationale d'intervenir à Los Angeles pour réprimer les manifestations contre l'immigration. Un avion s'est écrasé dans le Tennessee avec plus d'une douzaine de personnes à bord. Et des intempéries meurtrières frappent le sud. Nous commençons à Los Angeles, où la garde nationale est arrivée dans la nuit après plusieurs jours d'affrontements liés aux expulsions par lycée. En réponse à certains manifestants qui jetaient des objets sur les forces de l'ordre, la police utilise des grenades assourdissantes. Des ravitaillements sont acheminés par hélicoptère Black Hawk. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, affirme que le président cherche à créer un spectacle. Matt Gutman rapporte depuis les lieux alors que de nouveaux affrontements éclatent. Et une confrontation tendue à New York aboutit à plusieurs arrestations. Nous avons des reportages en direct des deux villes ce soir. À présent, les dernières nouvelles du Tennessee. Un avion de parachutisme s'est écrasé près d'un aéroport. 20 personnes étaient à bord et plusieurs blessés ont été signalés. Certaines des personnes blessées ont dû être évacuées par hélicoptère vers l'hôpital. Ce que nous apprenons à cette heure-ci. Plus de 40 millions d'Américains sont confrontés à une menace de météo sévère. Notre équipe météo suit les tempêtes du Texas jusqu'aux Carolines. Également ce soir, une tentative d'assassinat glaçante. Un candidat à la présidence a été blessé par balle en Colombie. Dernière information sur son état, alors qu'un suspect de 15 ans est désormais en garde à vue. La guerre en Ukraine. Martha Raddatz nous emmène à l'intérieur d'une usine secrète où des drones coûtant quelques centaines de dollars sont fabriqués pour détruire des bombardiers russes valant des milliards. Son interview exclusive avec le président ukrainien est ce qu'il dit attendre de Donald Trump. Une semaine cruciale s'annonce pour Sean Diddy Combs, accusé de trafic sexuel et de racket. Pourquoi ses avocats réclament à nouveau l'annulation du procès? Sauvetage d'urgence. Des flammes l'aperçut jaillissant d'un bateau transportant plus de 20 personnes. Pourquoi l'opérateur est désormais poursuivi? Un thriller à Roland-Garros. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se sont affrontés pendant 5h30 pour le titre. En plus, le compte à rebours avant le deuxième match des finales NBA. Les Indiana Pacers peuvent-ils encore s'imposer à l'extérieur, à Oklahoma City? Et une renaissance en Amérique. Il avait autrefois été laissé pour mort après une blessure dévastatrice. Aujourd'hui, ce diplômé du lycée réécrit son histoire et relève de nouveaux défis. Le siège mondial d'ABC News à New York. Voici World News Tonight. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre en ce dimanche. Je suis Nancy Davy. Nous commençons ce soir avec des développements rapides à Los Angeles. Le président Trump déploie 2000 membres de la garde nationale après que des violences et du chaos ont éclaté lors de manifestations sur l'immigration. Devant un bâtiment fédéral il y a quelques instants, la police a déclaré l'assemblée illégale. Ces troupes descendent dans les rues de Los Angeles. Le gouverneur Gavin Newsom critique vivement cette décision, la qualifiant, je cite, de délibérément provocatrice et d'abus de pouvoir alarmant. Près d'une douzaine d'arrestations ont eu lieu dans la nuit alors que certains manifestants lançaient des objets sur les policiers. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser la foule. Aujourd'hui, les manifestants sont de retour dans les rues pour le 3e jour consécutif, certains défilant dans le centre-ville de Los Angeles. Et ici à New York, policiers et manifestants se sont également affrontés. Ce soir, l'administration Trump déclare que les responsables californiens pourraient faire face à des poursuites fédérales en raison de leur réponse. Matt Gutman d'ABC est à Los Angeles et ouvre notre édition. Ce soir, des centaines de soldats de la garde nationale sont déployés dans les rues de Los Angeles. Un convoi de troupes lourdement armées et camouflées est arrivé dans la nuit, établissant des zones de rassemblement dans des installations fédérales du centre-ville. Le président Trump a mobilisé 2000 membres de la garde nationale dans le but de mettre fin aux affrontements qui ont éclaté ce week-end entre les forces de l'ordre et les manifestants protestants contre les expulsions menées par l'ICE. Les tensions ont explosé après que les autorités de l'immigration ont mené une série de rafles ces derniers jours, arrêtant plus de 100 immigrés à Los Angeles au cours de la semaine dernière. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés depuis le début des affrontements vendredi. Des policiers en tenue anti-émeute ont utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants, dont certains lançaient des projectiles. Et dans une scène extraordinaire, samedi après-midi, un hélicoptère Black Hawk a atterri sur le parking d'un bureau de la sécurité intérieure. Des agents déchargeaient des fournitures destinées aux forces de l'ordre. ICE hors de là. Et nous étions présents ce soir alors que l'affrontement se poursuivait devant un bâtiment fédéral au centre-ville de Los Angeles. Voici l'une des grenades lacrymogènes qui vient d'être lancée contre certains des quelques centaines de personnes présentes ici. Et de ce côté, il y a environ 100 agents fédéraux des forces de l'ordre, ainsi que la garde nationale de Californie.
le président a contourné le gouverneur de Californie, autorisant le déploiement des troupes pour 60 jours tard samedi, déclarant dans une note que les manifestations constituent une forme de rébellion contre les États-Unis. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a ajouté sur les réseaux sociaux que l'administration envisage également de mobiliser des marines en service actif si les affrontements se poursuivent, une idée que le président n'a pas écartée en fin de journée. Quel est le seuil pour envoyer les marines là? Le seuil, c'est ce que j'estime qu'il est. Je veux dire, si nous voyons un danger pour notre pays et pour nos citoyens, nous serons très fermes en matière de loi et d'ordre. Les responsables locaux ont vivement critiqué la Maison-Blanche en réponse. La maire de Los Angeles, Karen Bass, a écrit « Déployer des troupes fédéralisées dans la foulée de ces descentes est une escalade chaotique ». Et le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié le déploiement des troupes de « volontairement provocateur », ajoutant que l'idée de déployer des marines en service actif sur le sol américain était insensée. Aujourd'hui, les alliés de Trump à Washington défendent la décision du président. Avez-vous le moindre problème ou la moindre inquiétude concernant le fait que le président envoie la garde nationale dans un endroit où les autorités locales disent qu'elle n'est pas nécessaire et pourrait être nuisible? Je n'ai absolument aucune inquiétude à ce sujet. Je pense que le président a fait exactement ce qu'il devait faire. Le président Trump met la sécurité des communautés, eux, qui sont touchés par ces émeutes et par ces manifestations qui ont dégénéré en violence, au premier plan, et il place la sécurité de nos forces de l'ordre en priorité. Lindsay, tu peux voir l'intensité de ce qui s'est passé ici, dans le centre-ville de Los Angeles. La police est en train d'arrêter cet homme qui marchait sur des échasses. Ils l'ont fait tomber. Il y a des projectiles qui sont lancés. On entend des grenades assourdissantes, des lots. Et partout, il y a ces cartouches de grenades assourdissantes qui ont été éparpillées ici dans la rue. La police continue d'essayer de repousser la foule au-delà de ces bâtiments fédéraux. Rappelons que c'est la première fois depuis 1965 qu'un gouverneur est contourné lors du déploiement de la garde nationale. C'est au bâtiment fédéral, juste à la gauche. Donc, on assiste à quelque chose qui ne s'était pas produit depuis très longtemps ici, dans le centre-ville de Los Angeles, Lindsay. La situation reste tendue sur place. Matt, merci. Ici, à New York, près de 2 douzaines de personnes ont été placées en garde à vue. Ce qui avait commencé comme une manifestation contre les opérations d'expulsion de l'ICE s'est transformé en face-à-face tendu entre les manifestants et les agents du NIPD. Beaucoup ont été emmenés, les poignets attachés avec des colliers de serrage. Ce soir, 9 des 22 personnes interpellées hier font face à des poursuites. À présent, place à cette information de dernière minute. Un avion de parachutisme avec 20 personnes à bord s'est écrasé à environ 100 km au sud de Nashville. Plusieurs blessés sont signalés et certains ont dû être évacués par hélicoptère vers un hôpital local. Un témoin affirme que cela s'est produit peu après le décollage. Voici Faith Habib d'ABC. Ce soir, plusieurs personnes ont été évacuées par hélicoptère vers l'hôpital après le crash de l'avion de parachutisme à 100 km au sud de Nashville, seulement quelques minutes après le décollage. La police indique que l'avion transportait 20 personnes lorsqu'il s'est écrasé à Tullahoma, dans le Tennessee, vers 12h45, heure locale. Les radars de vol montrent que l'avion, âgé de 58 ans, tournait en rond juste avant le crash. Le de Havilland Canada DHC, site Twin Otter, a été gravement endommagé, avec la queue arrachée. Des morceaux de l'avion jonchaient ce champ, à seulement 300 mètres de l'extrémité de la piste. Les équipes se sont précipitées sur les lieux, évacuant certains blessés par hélicoptère vers l'hôpital tandis que d'autres étaient soignés sur place. Et Lindsay, malgré ce que nous voyons de l'épave, la police affirme de façon remarquable qu'aucune personne n'a perdu la vie. Le NTSB et la FAA enquêtent désormais sur les causes de cet accident. Merci, Faith. Passons maintenant à la menace de conditions météorologiques extrêmes. Plus de 40 millions de personnes sont en alerte, du Texas jusqu'à la côte. Les tempêtes sont devenues mortelles, faisant au moins 2 victimes en Géorgie et au Mississippi. Des lignes électriques et des arbres abattus ont privé des dizaines de milliers de personnes d'électricité dans tout le sud. Retrouvons tout de suite le météorologue Jeff Smith de notre station new-yorkaise WABC. Jeff, peux-tu nous donner le timing de tout ça? La soirée va être très instable dans plusieurs régions du pays, Lindsay. On commence le long de la côte. Une veille de tornade est en vigueur pour le nord de la Virginie jusqu'au Maryland, y compris la région de Washington DC. Des tornades isolées pourraient se produire dans cette zone. Nous avons eu des orages violents sur les Carolines et ils se déplacent actuellement au large des Outer Banks. La plus grande inquiétude concerne ce qui va se passer du sud de l'Oklahoma jusqu'au nord du Texas, notamment à Wichita Falls et Dallas. Il s'agit d'un risque modéré de niveau 4 sur 5 pour de très grosses grêlons et des rafales de vent destructrices. On pourrait avoir des vents de 130 à 160 km/h le long d'une ligne d'orage violent et peut-être de la grêle de la taille de balles de baseball, voire plus grosse. Demain, ce risque de phénomène violent se déplacera vers le sud-est
y compris dans des régions déjà touchées au cours des dernières 24 heures. L'INSEE. Beaucoup vont encore être en plein dedans, Jeff. Merci. À l'étranger maintenant, direction la tentative d'assassinat d'un candidat à la présidentielle en Colombie. Miguel Uribe Turbay est dans un état critique et serait en train de lutter pour sa vie après avoir été touché par 3 balles lors d'un meeting de campagne à Bogota. L'événement a bouleversé le pays, qui a une longue histoire de violence politique, et nous tenons à vous avertir que certaines de ces images peuvent être choquantes. Voici Marcus Moore d'ABC. Ce soir, les autorités enquêtent sur une tentative d'assassinat apparente en Colombie. Des vidéos choquantes publiées sur les réseaux sociaux montrent le moment où le sénateur colombien et candidat à la présidence Miguel Uribe est touché par plusieurs balles lors d'un meeting à Bogota samedi soir. En Colombie. Uribe s'adressait à une foule de plusieurs dizaines de personnes lorsqu'il a apparemment été visé par derrière, les balles atteignant le politicien de 39 ans à la tête et à la cuisse, selon les autorités. 2 autres personnes ont été blessées. Uribe a été transporté d'urgence dans un hôpital de la région pour une opération. Il a depuis été transféré en soins intensifs, selon l'hôpital, où son état est considéré, je cite, d'une gravité maximale. Les autorités ont arrêté un suspect de 15 ans qui, selon elles, a été retrouvé dans la zone de la fusillade avec une arme de type Glock de 9 mm. Le bureau du procureur général prend la tête de l'enquête, qualifiant la fusillade d'attaque contre la participation démocratique à l'approche de l'élection présidentielle de l'année prochaine. L'INSEE, les responsables colombiens promettent de faire toute la lumière et de poursuivre non seulement le tireur présumé, mais aussi, je cite, les responsables. L'INSEE. Cette fusillade rappelle une période plus sombre. Marcus. Merci. Passons maintenant à la politique et au soi-disant grand et magnifique mur du président Trump. Ce projet de loi est au cœur de la querelle entre le président et Elon Musk. Il a été adopté de justesse à la Chambre et désormais, tous les regards se tournent vers le Sénat. Mais Musk n'est pas le seul à critiquer. Voici Alex Push d'ABC. Ce soir, alors que les tensions persistent entre le président Trump et Elon Musk au sujet du soi-disant grand et magnifique projet de loi, le sort de la législation phare de Trump repose désormais entre les mains du Sénat. La législation a été adoptée à la Chambre à une seule voix près et les républicains au Sénat, où la marge de manœuvre est déjà extrêmement mince, peinent encore à s'accorder. Le grand et magnifique projet de loi proposé par le président. Pour ma part, je l'appelle le projet de loi pas encore magnifique. Il faut y apporter quelques modifications. Planant sur le débat, l'homme le plus riche du monde, le milliardaire de la tech Elon Musk, a publiquement rompu avec le président la semaine dernière, qualifiant la législation de « monstruosité répugnante qui ajouterait des milliers de milliards à la dette nationale ». Musk, qui a dépensé plus d'1/4 milliard de dollars pour la dernière campagne de Trump, a même suggéré qu'en novembre prochain, nous limogions tous les politiciens qui trahissent le peuple américain. Certains démocrates accueilleraient volontiers une conversion de Musk. Je serais favorable à ce que n'importe qui, y compris Elon Musk, mobilise des ressources dès maintenant pour informer davantage d'Américains, tirer la sonnette d'alarme, prêter cela comme un moment à la peau révérée. Le président Trump aurait menacé que Musk subirait de très graves conséquences s'il venait à soutenir des démocrates opposés aux républicains ayant soutenu la législation. Et des responsables de l'administration affirment que, plusieurs jours après leur vive querelle publique sur les réseaux sociaux, Trump n'a toujours pas communiqué avec son ancien allié. Non, il ne l'a pas fait, et franchement, je ne pense pas que le président en ait l'intention. Le président est vraiment concentré sur la réalisation de ses priorités pour le peuple américain, et cela inclut l'adoption du grand et magnifique projet de loi. Et l'INSEE, ce soir, un autre développement majeur. À minuit, la dernière interdiction de voyager du président entre en vigueur. Cet ordre exécutif impose des restrictions totales à 12 pays, des restrictions partielles à 7 autres, et cela rappelle les interdictions de voyager de Trump en 2017 qui avaient touché principalement des pays à majorité musulmane. Et comme les précédentes, cette nouvelle série risque fort de faire l'objet de recours juridiques. L'INSEE. Alex Brochet, en direct de la Maison-Blanche, merci. À présent, direction la guerre en Ukraine et la suite de notre interview exclusive avec le président ukrainien Zelensky. Les nouveaux détails concernant ces attaques audacieuses de drones en plein cœur de la Russie. Marta Radatz, correspondante en chef aux affaires internationales d'ABC, est en Ukraine. Ce soir, voici la vue d'un drone sur l'attaque remarquable de l'Ukraine contre une flotte de bombardiers stratégiques russes, révélant une planification dévastatrice et minutieuse, ainsi que l'utilisation clé de drones ukrainiens peu coûteux, et nous avons eu l'autorisation de voir exactement comment et où ils sont fabriqués. Ceci est l'une des nombreuses usines de production de drones réparties à travers l'Ukraine, disséminées dans tout le pays. Nous ne pouvons pas vous dire exactement où nous nous trouvons, car évidemment ces installations sont des cibles pour les Russes.
Nous avons vu où l'unité explosive est placée sur les quadricoptères, ainsi que des étagères remplies de pièces détachées. La production devrait atteindre 1 million d'unités d'ici la fin de l'année. Le président ukrainien Zelensky m'a dit que ces drones peu coûteux ont détruit certains des bombardiers russes les plus chers. Pour les Russes, plus de 7 milliards de dollars. Et les drones, ils ne sont pas très chers? Non, pas du tout. Oui, nous utilisons des drones bon marché. Zelensky décrit les planificateurs de l'opération secrète Spiderweb comme brillants et affirme avec fierté qu'aucun détail n'a fuité. Même les États-Unis ont été tenus dans l'ignorance. Pensez-vous que le président Trump croit que la Russie est en train de gagner cette guerre? Oui. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une victoire quand on sacrifie, vraiment, 1 million de personnes. Le président Zelensky exhorte le président Trump à soutenir des sanctions plus fortes pour mettre davantage de pression sur Vladimir Poutine. Quant aux pourparlers de cessez-le-feu, ils doivent reprendre demain, mais jusqu'à présent, aucun progrès n'a été réalisé. Lindsay? Merci, Darta. De retour ici à New York, les avocats de Sean Diddy Combs demandent une nouvelle fois à un juge de prononcer la nullité du procès dans son affaire de racket et de trafic sexuel. Les procureurs devraient répondre avant la reprise du procès demain matin. Accueillons Ike BBC. Ike, explique-nous ce qui a motivé cette demande. Oui, Lindsay, pour la deuxième fois en un peu plus d'une semaine, l'équipe juridique de Combs demande au juge de prononcer la nullité du procès. Ils accusent les procureurs d'inconduite après avoir présenté ce qu'ils qualifient de témoignages matériellement faux, en particulier des affirmations selon lesquelles Combs aurait suspendu Brianna Bonglement, une amie de son ex-petite amie Cassie Ventura, au-dessus du balcon du 17e étage d'un immeuble à Los Angeles avant de la jeter contre des meubles en 2016. Les avocats de la défense affirment que des reçus d'hôtel prouvent que Combs se trouvait à New York à ce moment-là, qualifiant le témoignage de bonglement de parjure motivé par l'argent. La semaine dernière, les jurés ont entendu des témoignages saisissants de témoins sous les pseudonymes de Mia et Jane, deux femmes tentant de dépeindre un tableau de coercition, de contrôle et de traite sexuelle présumée, Jane ayant témoigné au sujet de rencontres sexuelles troublantes avec Combs et des travailleurs du sexe masculin, où elle affirme avoir été forcée à des actes sexuels, subissant souvent des ecchymoses et des infections en conséquence. Et dans un rebondissement au tribunal, le juge a menacé d'expulser Combs de la salle d'audience après l'avoir vu faire des grimaces et établir un contact visuel avec les jurés, déclarant qu'il prendrait des mesures si cela se reproduisait. Lindsay, Combs nie les accusations. Le parquet devrait répondre à la demande d'annulation du procès avant la reprise de l'audience demain, qui marquera la 5e semaine de témoignage. Lindsay? Il y a tellement d'intérêt pour cette affaire. Merci. Passons maintenant au sport et au deuxième match des finales NBA. L'Oklahoma City Thunder cherche à égaliser la série après avoir perdu le premier match contre les Indiana Pacers. Accueillons Will Reeve d'ABC, qui est ce soir à Oklahoma City pour nous. Will, il ne fait aucun doute que ce match est crucial pour les deux équipes. Absolument, Lindsay. Bonsoir à tous. Et le deuxième match va commencer dans quelques instants ici à Oklahoma City, et le premier match a été un vrai choc. L'Oklahoma City Thunder était largement favori. Ils ont dominé tout le match, mais comme les Pacers se l'ont déjà fait 5 fois pendant ces playoffs, ils sont revenus d'un déficit de 15 points, mené par qui d'autre? Pérez Ali Burton qui a marqué ce panier à 3/10 de seconde de la fin. Ils finissent par l'emporter, et si les Pacers parviennent à s'emparer du deuxième match, les chances sont de leur côté, car les équipes qui mènent 2-0 en finale remportent la série et le titre dans 86% des cas. Seule 2 fois dans l'histoire de la NBA, l'équipe visiteuse a remporté les 2 premiers matchs des finales. Cela ne s'est pas produit depuis 30 ans. Le Thunder reste ici largement favori à domicile, porté par son public survolté, mais nous découvrirons ensemble ce qui va se passer dans cette série incroyable. Le deuxième match arrive sur ABC à 20h, heure de l'Est, Lindsay. La pression est là. Nous regarderons Will. Merci. Il y a encore beaucoup à venir ce dimanche dans World News Tonight, notamment une scène effrayante lorsqu'un bateau a pris feu avec près de 2 douzaines de personnes à bord, le secret de Coco Gauff, ce qu'elle a fait pour se convaincre qu'elle pouvait gagner Roland-Garros. Une situation dangereuse à New York la nuit dernière. Un bateau a pris feu près du Bronx avec près de 2 douzaines de personnes à bord. La plupart ont été blessés mais ont pu nager jusqu'à la rive. L'un d'eux serait dans un état critique.
La police indique que le capitaine du bateau a été arrêté pour avoir prétendument piloté le navire en état d'ivresse. À notre retour, un classique instantané à Roland-Garros. Passons maintenant à l'Index. Et quelle finale aujourd'hui à Roland-Garros? Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, a perdu les 2 premiers sets mais est ensuite revenu en force pour battre Jannik Sinner en 5-7. Le match a duré près de 5h30. Par ailleurs, la championne chez les femmes, Coco Gauff, affirme que l'auto-persuasion a joué un rôle important dans sa victoire. Gauff a écrit plusieurs fois sur un morceau de papier « Je vais gagner Roland-Garros 2025 ». À notre retour, une victime de guerre qui a l'occasion de réécrire sa propre histoire. Enfin, le parcours d'un jeune homme, des horreurs de la guerre à une nouvelle vie dans un nouveau pays. Yvan Chaban n'aurait jamais imaginé que ce jour serait possible. Yvan Chaban. Ce jeune homme de 18 ans obtient son diplôme de fin d'études secondaires à San Diego, en Californie, seulement 3 ans après avoir été laissé pour mort sur le bord de la route dans son Ukraine natale. Quand j'ai été percuté par le char, au début je n'ai rien ressenti, juste de l'obscurité. Alors qu'il cherchait de la nourriture, un char russe lui a roulé dessus. Yvan dit qu'il pensait qu'il allait mourir. Quand je me suis réveillé, je ne sentais plus mon pied droit. Malgré la perte de sa jambe droite, Yvan est resté déterminé. Il voulait plus de la vie. Une équipe médicale l'a transporté par avion à San Diego, où il a réappris à marcher. Yvan vit aujourd'hui ce qu'il appelle une renaissance, une nouvelle vie sans une jambe, mais avec bien plus d'opportunités. Équipé d'une prothèse de course, Yvan a participé aux compétitions avec son équipe d'athlétisme. Je me sens très chanceux d'être encore en vie, parce que maintenant je suis là. Sur terre comme en mer, Yvan relève désormais des défis extraordinaires. C'est ma jambe pour le surf. Il affronte les vagues, reconnaissant pour cette seconde chance dans la vie. Parfois, la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie peut finalement devenir la meilleure, et tu ne le sauras jamais tant que tu n'avances pas. Une véritable source d'inspiration. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je suis Lindsay Davis. Bonne nuit. Merci d'avoir fait de World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.